Ici Berlin. Radio France fait le mur. Berlin. Jusqu'à minuit. La télé et la radio d'Allemagne de l'Est retransmettent le tout en direct, sans aucune coupure. En direct de Berlin. France Musique. France appelle. France Culture. France Bleu, France Info. Un programme multiple pour une antenne unique. Il est 8h42, Radio France à Berlin et la table ronde finale de ce 7-9 spécial. Nous retrouvons un certain nombre de nos invités. Rainer Eppelmann, pasteur opposant à Berlin-Est. Willy Steul, le président de la Deutschland Radio. Viennent de nous rejoindre Charles Fittermann, ancien ministre communiste dans le gouvernement de Pierre Mauroy, 1981-1984. Vous avez rejoint le Parti socialiste en 1998. Bonjour Charles Fittermann. Merci d'être avec nous en direct. À vos côtés se trouve le philosophe Bernard-Henri Lévy. Bonjour à vous et merci également d'être là. Bonjour. Il y a 20 ans, vous faisiez quoi, Bernard-Henri Lévy, jour pour jour? Contrairement à Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, j'étais modestement à Paris, mais comme tout le monde, bouleversé par ce spectacle extraordinaire. Comment vous avez reçu, vécu, perçu cet événement? Je l'ai perçu vraiment comme un événement, c'est-à-dire comme quelque chose qui se produit quelques fois en un siècle, et encore, c'est-à-dire que quelque chose qui n'est pas calculable dans la logique habituelle de l'histoire. Un événement qui troue la logique historique, qui crée quelque chose d'absolument nouveau, une espèce de miracle. Et pour vous, Bernard-Henri Lévy, qui, à travers vos livres, aviez mené le combat intellectuel, on va dire, contre le communisme, est-ce que ça avait aussi intellectuellement une dimension et peut-être même une saveur particulière? Oui, parce qu'en même temps, il y a une chose qui m'agace un peu ces jours-ci, c'est l'idée selon laquelle personne n'aurait rien vu venir. C'est vrai que c'était un miracle, c'est vrai que c'était un basculement sans précédent, mais c'est pas vrai non plus que personne n'ait imaginé l'implosion du communisme. Ça, c'est une légende qu'on est en train de créer aujourd'hui et qui est fausse. Il y avait les dissidents qui savaient que le régime un jour ou l'autre imploserait. Il y avait un auteur, Andrei Amalrik, qui avait écrit un livre en 1970 qui s'appelait l'URSS survivra-t-elle en 1984. Il y avait Chalamov et Solzhenitsyn, ces grands écrivains relayés par les intellectuels en France et en Europe, qui savaient qu'un jour ou l'autre, ils ne savaient pas quand, naturellement, ils ne savaient pas comment, ils ne savaient pas quel scénario ça prendrait, mais qu'ils savaient que ce système était nécrosé et qu'il ne pouvait pas durer éternellement. Donc, c'est vrai que cela avait la saveur du miracle, c'est-à-dire de l'événement incalculable, mais c'est pas vrai non plus qu'il était, comme on le répète aujourd'hui en boucle, dans une espèce de banalité terrible, c'est pas vrai non plus qu'il était inimaginable. Quelqu'un comme Jean-François Revel, par exemple, ou quelqu'un comme Cornelius Castoriadis, à droite et à gauche, étaient des gens qui n'avaient pas calculé l'événement, mais qui savaient qu'un jour ou l'autre, il adviendrait. Vous avez cité, Bernard-Henri Lévy, un certain nombre de noms, de penseurs, d'essayistes. Ces noms-là font partie de la grande famille, on va dire, du courant antitotalitaire. Est-ce que vous pouvez resituer ce courant? Oui, bien sûr, ils font partie de la grande famille antitotalitaire. Avec les simples gens, avec les peuples des petites nations d'Europe centrale et orientale qui étaient en train de se réemparer de l'histoire. L'histoire, jusqu'au début des années 80, elle était faite par les grandes puissances. Elle était faite par les États-Unis et l'URSS dans une espèce de grande parade et de grand carrousel nucléaire basé sur la dissuasion. Et là, dans ces années-là, vous avez des peuples de petits pays qui reprennent silencieusement l'histoire en main et se développent avec eux et avec un certain nombre d'intellectuels. En Allemagne, en France, en Espagne, se développe en effet un second souffle de la philosophie antitotalitaire qui consiste à dire que contrairement à ce qu'on entendait tout à l'heure, j'entendais cette déclaration, enfin cette citation stupéfiante d'un intellectuel français, M. Todorov, nous disant que l'arrogance démocratique aujourd'hui n'a d'égal que l'arrogance communiste de l'époque, ce qui est une ineptie absolue. Les choses peuvent peut-être prendre des formes différentes, oui. Bernard-Henri Lévy, mais est-ce qu'il n'y a pas tout de même, si vous l'analysez avec bienveillance dans cette idée de Tsvetan Todorov, est-ce qu'il n'y a pas tout de même quelque chose de vrai? Non, je crois. Non, il est évident que les systèmes démocratiques ne sont pas parfaits. Il est évident qu'on a été bercé après 1989. On a cru qu'on entrait dans une espèce de dimanche de l'histoire où toutes les contradictions allaient se résorber et où la démocratie allait triompher de manière totale sur toute la planète. C'était absurde, bien sûr. Mais
croyez-moi, ceux qui se souviennent de ce temps-là, ceux qui se souviennent du soldat que nous entendions tout à l'heure dans l'archive, mais le même quelques années plus tôt, qui tirait à vue sur ceux qui essayaient de passer le mur, ceux qui se souviennent des vies brisées, ceux qui se souviennent des corps mutilés dont nous parlent Solzhenitsyn et les autres, ils savent bien que c'est sans commune mesure avec les effets pervers de ce qu'on appelle l'arrogance libérale. C'est autre chose. Si le système qui prévalait, ça il faut bien s'en souvenir dans cette espèce de climat de commémoration d'aujourd'hui, l'URSS, l'Allemagne de l'Est, cette espèce de glacis et d'empire soviétique, c'était un régime juste abominable, irrespirable. Moi, je me souviens, j'allais, comme d'autres ici, en Pologne, en Tchécoslovaquie, dans ces années-là. C'était pas la maison des morts, mais enfin, c'en était l'antichambre. Bernard-Henri Lévy, l'idée de fin de l'histoire, vous y avez fait rapidement allusion à l'instant, c'est l'une des grandes illusions qui suit la chute du mur de Berlin. On voit qu'il n'en est absolument rien. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'à l'utopie meurtrière du communisme, a succédé une autre utopie non meurtrière qui était l'utopie de la fin de l'histoire. C'est vrai. On a cru que, voilà, comme disait un philosophe hegelien bien connu, que les provinces de l'Empire allaient peu à peu s'aligner et puis que le dernier grand antagonisme, c'était celui de la démocratie et du communisme, qu'on n'en verrait pas d'autre. C'est faux. C'est faux, y compris d'ailleurs dans l'ex-empire soviétique. Regardez la situation des droits de l'homme en Russie et le régime de M. Poutine. Regardez ce qui se passe en Géorgie, l'appropriation par la force de portions d'un État souverain. Regardez ce qui s'est passé en Tchétchénie après la chute du mur, c'est-à-dire une ville entière, Grozny, rasée de Tchétchénie, dans une époque qui était supposée être celle de la fin de l'histoire. Sans parler de l'ex-Yougoslavie, sans parler de la guerre de Bosnie, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle ne témoignait pas d'une histoire apaisée. Et donc, la tragédie se porte bien. Hein. Donc la tragédie se porte bien, et on peut dire bien sûr, mais l'histoire ne s'arrête jamais, naturellement. Et donc cette chute du mur, elle a inauguré non pas la fin de l'histoire, mais une nouvelle phase de l'histoire universelle, où les Européens, par parenthèse, n'ont pas saisi cette chance qui était la leur de refaire l'histoire à leur tour, et où un certain nombre de tragédies se sont produites là et ici. Avec nous également donc Charles Fitterman, ancien ministre communiste des Transports dans le gouvernement de Pierre Mauroy. Comment avez-vous vécu ce moment de l'histoire, vous qui étiez communiste? Ben, écoutez, j'ai vécu ce moment et tous les moments qui l'ont entouré, parce qu'il y en a eu d'autres avant et après. Disons que j'en ai un souvenir un peu douloureux. Je vais dire pourquoi, à la fois au sens physique et au sens intellectuel, parce qu'il se trouve que le 9 novembre 89, j'étais dans un centre de rééducation fonctionnelle à Beaugency, à la suite d'un grave accident de voiture que j'avais eu le soir de la fête de l'Humanité, le 10 septembre. Après avoir entendu un grand discours du secrétaire général du Parti communiste de l'époque expliquer, vanter la supériorité du socialisme à qui l'avenir appartenait. Ça m'avait mis malade, si je peux dire, parce que moi j'étais convaincu que la crise était très profonde, ce qui fait que dès que j'ai retrouvé mes esprits, j'ai adressé une intervention écrite au comité central qui se réunissait le 10 octobre pour appeler à une refondation du Parti communiste. Le terme est né de là, des changements profonds. J'ai reçu une volée de bois vert de la très grande majorité de la direction du parti. On était 2 sur 22 membres, plus 2 autres qui étaient pour un vrai débat. Et donc les choses étaient tenues en main encore, hein, il y a 20 ans. Très, très tenues en main, l'affrontement était très brutal. Et alors c'est la divine surprise, la chute du mur. Le 9 novembre, évidemment, tous ceux-là qui ne voulaient pas d'une évolution du Parti communiste, disons qu'ils ont fait contre mauvaise fortune bonne figure, il fallait bien. Mais ils étaient angoissés, leur monde était en train de s'écrouler. Et pour ce qui me concerne, avec un certain nombre d'amis, je n'étais pas tout seul, eh bien j'ai accueilli avec beaucoup de satisfaction cet événement, je dirais. Mais ça a été une défaite, ça a été une défaite pour vous, Charles Fitterman? Non, pas pour du vous, tout. communiste. C'était au contraire un événement nécessaire, parce qu'on ne construit pas un monde meilleur, on ne garantit pas l'avenir d'une société derrière des murs. Et c'est vrai en 89 comme aujourd'hui. Et donc j'étais convaincu qu'il fallait en passer par là. Je dirais que c'était lever une hypothèque
Ça la correspondait pleinement. Je regardais à la télévision quand même à l'époque ce qui se passait à Berlin. Eh bien, cette joie intense, ça correspondait à mon idéal de libération humaine. Il fallait absolument, et il fallait bien d'autres choses encore. Donc, je n'avais absolument aucune réticence à l'égard. Je dirais, si vous permettez, je voudrais ajouter, j'avais aussi un espoir. J'ai bien entendu Bernard Guetta tout à l'heure. Et je pense que cet espoir a été déçu et qu'une occasion aussi a été manquée, pas seulement à propos du mur, mais au-delà de tout ce qui s'est passé. C'est que je ne crois pas que ceux qui sont passés ont abattu le mur. Vous voyez dans leurs yeux ce qui se passait. Je ne crois pas qu'ils souhaitaient voir se construire ou se consolider un autre mur que j'appellerais, pour faire court, le mur de l'argent, et qui domine aujourd'hui, qui sépare le monde d'une façon très inégalitaire. Je crois qu'ils voulaient un monde de paix, de stabilité, de justice. Et c'est pourquoi, quand je regarde fêter 20 ans de liberté, oui, et je suis là d'ailleurs pour y participer. Mais ça a un goût amer, c'est ça ce que vous dites, Charles Fitterman? Non, je pense qu'il y a d'autres étapes. C'était une étape qu'il fallait franchir. C'était un monde qu'il fallait changer. C'était, en effet, BHL vient de le rappeler, des choses qui étaient absolument insupportables. Et encore peut-être plus pour moi que pour lui, parce que j'étais communiste. Et c'était mon idéal qui était sali. Mais il y a d'autres Bastilles à conquérir, il y a d'autres libertés à établir. Et la démocratie de l'individu, la démocratie politique est à élargir, mais surtout à compléter par une véritable démocratie sociale. Et aujourd'hui, nous en sommes loin. Voilà pour les combats qui restent encore à mener. À mes côtés, Bernard Guetta, pour une question à Hans Modrow. Oui, Monsieur Modrow, je vous entendais dire tout à l'heure, et ça m'a beaucoup surpris, à quel point vous étiez déçu qu'il y ait une intervention allemande aujourd'hui en Afghanistan. Mais enfin, si mes souvenirs sont bons, vous apparteniez à la direction d'un parti communiste est-allemand qui avait non seulement approuvé, mais demandé à l'Union soviétique l'intervention contre le printemps de Prague. Est-ce qu'il n'y a pas, pardonnez-moi de la dureté de mon mot, une certaine obscénité de votre part à vous élever aujourd'hui contre cette guerre en Afghanistan, alors que vous avez participé, souhaité, demandé l'écrasement du printemps de Prague? Hans Modrow. La manière de laquelle vous posez votre question est obscène. Je fais partie de la génération qui, aujourd'hui, réfléchit sur ce qui, dans ma vie, était l'événement le plus important. Et c'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À l'âge de 17 ans, on m'a recruté encore pour participer à la guerre. Et j'ai entendu les derniers éclats, les derniers bruits de la Deuxième Guerre mondiale. Et vous me posez la question de savoir ce que je pense de la guerre. Je peux vous dire une seule chose. La seule chose que j'ai ramenée, la première chose que j'ai ramenée de la guerre était mon opinion qui dit plus jamais la guerre. Et c'était ça aussi les bases qui a créé aussi une nouvelle idée de base des deux côtés du mur. C'est une idée pacifiste qui a pu se développer, mais le développement que cela a pris, il faut aussi que je rajoute quelque chose. Une guerre qui a coûté qui a coûté la vie à 50 millions de personnes. C'était la pire des choses qui a existé pendant le XXe siècle. Alors maintenant, vous voulez parler de ce qui est arrivé. Après, je veux parler du printemps de Prague. Moi, je n'ai pas regretté que les soviétiques se sont retirés de l'Afghanistan. Si j'ai un regret, je dois vous dire pourquoi faut-il reprendre ou répéter ce que les soviets ont fait. Nous sommes dans une situation où le monde est beaucoup plus différencié, beaucoup plus compliqué qu'avant. Le manichéisme de la guerre froide est dépassé. Si vous permettez, j'ai une question sur le printemps de Prague. Vous regrettez ou pas cette intervention soviétique, cette guerre? Hans Modrow. Je pense que j'ai dit, puisque vous me posez la question, j'ai dit exactement, expressément, le 10 décembre 89 à Moscou, en tant que ministre-président de la RDA, que mon pays
n'est pas à tenir responsable pour ces événements-là et que j'ai présenté mes excuses de mon pays officiellement en tant que ministre-président dans le cadre du pacte de Varsovie. Alors je me suis excusée, c'est la seule chose que je dois dire. C'est pas la personne privée, c'était l'homme politique qui a demandé qu'on l'excuse. Bernard-Henri Lévy, un mot? Oui, moi je prends très au sérieux ce que dit Monsieur Hans Modrow à l'instant. Et je crois qu'il est sincère. Et je crois que c'est une des folies de ce régime communiste qui a sévi pendant 50 ans en Allemagne de l'Est, qu'il a véritablement figé, pétrifié des hommes comme lui. J'ai connu des hommes comme Monsieur Hans Modrow dans les années 80. Ils en étaient vraiment restés 50 ans en arrière. Ils ne voyaient réellement pas se produire l'histoire nouvelle. On parlait de fin de l'histoire et autres. Il y a un endroit où l'histoire s'était arrêtée, où on pensait vraiment qu'on était éternellement en 1933, c'était l'Allemagne de l'Est, c'était ces démocraties populaires. Il y a là quelque chose à la fois d'obscène, Bernard Guetta a raison, de pathétique et probablement de sincère dans ce qui vient d'être dit aujourd'hui, qui est vraiment un symptôme de cette espèce de glaciation des âmes qui était la vérité de ce communisme de l'époque. Vous souhaitez répondre, Hans Modrow? Nur kurz. Rapidement. Wenn wir alle versteinerte Seelen gehabt hätten, si nous étions tous glacés, j'aimerais bien me poser la question de savoir comment des âmes glacées, ou une âme glacée aujourd'hui peut être dirigeante de la RFA, de la République fédérale allemande. Alors soyez raisonnables et réfléchissez sur les grandes variétés qu'il puisse y avoir entre la RDA dans la population. La population était très variée. Il y a quelque chose dont on parle, il y a quelque chose dont vous parlez, mais il y a beaucoup de choses aussi dont on discute aujourd'hui. Vous étiez des hommes glacés, vous étiez des hommes de marbre, vous étiez des hommes de pierre, animés par une idéologie de granit et avec ce qu'il y a de plus glacé au monde, qui est la violence des armes, quand vos sentinelles flinguaient les pauvres gens qui tentaient de passer le mur. Débat très chaud entre des hommes glacés. On en reste là, il est 8h59. Vous êtes chaud bouillant, Bernard-Henri Lévy, ce matin. Il est 8h59, Radio France à Berlin. Merci infiniment à tous nos invités d'avoir participé à cette matinale exceptionnelle. Et cette journée exceptionnelle se poursuit dans quelques instants.